Bonsoir à tous, bienvenue à la une, la politique d'employabilité des jeunes diplômés togolais. En effet, l'agence universitaire de la francophonie a annoncé un accompagnement dans la mise en œuvre de cette politique. Quant aux détails, on en parle dans ce journal. Trafics illicites de produits médicaux, on en parle également dans cette édition. Un nouveau rapport publié dernièrement par la CEDEAO à ce sujet révèle la recrudescence du phénomène. Nous vous donnons plus de détails dans un instant. Ensuite, au Mali, Assimi Goïta mobilise les réservistes et remercie la Russie à la place d'une célébration pour commémorer la souveraineté nationale au pays. Vous le verrez. Et enfin, en Centrafrique, l'ex-président Bozizé, qui est en exil, a été condamné à perpétuité pour rébellion. Le verdict est tombé hier. Restez avec nous pour en savoir davantage. Bienvenue à tous. L'Allemagne, l'un des partenaires clés du pays, a un nouveau représentant. Il s'agit de Claudius Fischbach. Le nouveau diplomate a affirmé qu'il comptait œuvrer pour le renforcement de la coopération entre son pays et le Togo, une coopération vieille de plusieurs siècles dont nous évoquons quelques détails dans le reportage qui suit. Gloire Lodonou, Félicité Chapela. Dans son processus de développement économique, le Togo mène plusieurs actions soutenues par des partenaires dont l'Allemagne. Ainsi, le pays, au travers de l'Agence Coopération internationale allemande pour le développement GIZ et la coopération financière allemande KfW, accompagne le gouvernement togolais en matière de gouvernance économique, de formation professionnelle des jeunes, de formation agro-industrielle et de renforcement du système sanitaire. Dans ce sens, le KfW a financé 7 projets dans plusieurs régions du pays pour un montant global d'environ 102 milliards de francs CFA en 2021. En outre, le pays est assisté dans son processus de décentralisation par l'Allemagne. Depuis 2013, cette dernière a œuvré pour l'amélioration des conditions cadres pour l'élaboration et la mise en œuvre du processus de décentralisation au niveau national et local, particulièrement dans les communes de Kloto 1, Tchaoudjo 1 et Zio 1. En rajout à ceci, l'Allemagne s'est aussi joint à l'Union européenne pour la mise en œuvre du programme décentralisation et gouvernance locale Prodégol. Ce projet devrait permettre l'appui et le conseil politique du ministère en charge de l'administration territoriale ainsi que le renforcement des capacités de l'administration communale pour l'amélioration de leurs prestations de services entre autres. En vue de consolider et de poursuivre les liens de coopération vieux de plusieurs siècles entre les deux pays, le nouvel ambassadeur de ce dernier au Togo, le Dr Claudius Fischbach, a rencontré le chef d'État togolais. Une rencontre d'échange au cours de laquelle le diplomate allemand a affirmé que l'Allemagne et le Togo sont particulièrement liés par l'histoire. Dr Claudius Fischbach s'est engagé à contribuer au renforcement de cette coopération séculaire pour mieux répondre aux désirs et aux espoirs du peuple togolais. Et nous vous le disons dans les titres, l'agence universitaire de la francophonie a annoncé qu'elle compte renforcer son implication dans la mise en œuvre de la politique d'employabilité des jeunes diplômés au Togo. Comment compte-t-elle s'y prendre concrètement? Les éléments de réponse dans ce reportage de Jeannette Toyi, commenté par Harold Menfanto. L'agence universitaire de la francophonie, AUF, veut appuyer la politique d'employabilité des diplômés du supérieur au Togo à travers l'organisation des États généraux de l'enseignement supérieur et de la recherche, en collaboration avec le ministère de tutelle. Le pays soutient ce projet permettant l'amélioration de ses secteurs vitaux, notamment l'agriculture, la médecine et l'éducation. L'objectif est d'assurer aux jeunes Togolais un travail décent à travers des formations complémentaires, débouchant sur des certifications professionnelles dans les centres d'employabilité francophones des universités publiques. L'initiative constitue également une approche de solution à un problème constant, celui de l'inadéquation entre les formations offertes et les besoins réels du marché de l'emploi. Une situation qui concourt d'ailleurs à accentuer le chômage des jeunes. Notons que l'AUF est une organisation qui promeut la collaboration entre les universités francophones. Au Togo, son bureau travaille à développer des projets éducatifs et culturels dans le pays, en mettant l'accent sur la promotion de la langue française et l'appui à l'enseignement supérieur.
Le trafic illicite de produits médicaux prend de l'ampleur dans l'espace ouest africain. C'est ce que l'on retient dans un rapport publié récemment par la CEDEAO. Ce trafic est accentué par plusieurs facteurs et l'on retrouve plus de détails dans cet élément de Promise Pomegbe et Kofi Kligi. Selon un rapport rendu public par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le trafic illicite de produits médicaux connaît un succès en Afrique de l'Ouest en raison de la corruption, l'insécurité ainsi que la faiblesse des marchés et de la réglementation. Chaque année, selon l'ONU, rien qu'en Afrique de l'Ouest, 1 demi-million de personnes meurent à cause de médicaments illicites. En effet, la mondialisation et la complexité des chaînes transfrontalières compliquent le contrôle de la qualité des produits et le suivi des contrefaçons. En 2021, la criminalité liée aux produits médicaux a connu une augmentation de 38% par rapport à l'année précédente, selon l'Institut de sécurité pharmaceutique ISP. Entre 20 et 60% des vaccins, préservatifs, tests de dépistage et autres dispositifs d'injection vendus dans l'espace communautaire proviennent des circuits illicites. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, en 2019, la vente de ces produits a atteint le milliard de dollars, une valeur supérieure à celle générée par les trafics de pétrole brut et de cocaïne. Ces produits proviennent d'une part d'usines clandestines installées sur le continent ou encore en Asie et sont écoulés par des vendeurs de rue ou sur les marchés de plein air. D'autre part, ils sont issus de la production légale déroutée de la chaîne de distribution. Les réseaux de distribution légitimés par les autorités ayant aussi leur zone d'ombre, des fabricants, des pharmaciens, propriétaires de dépôts ou même des médecins sont quelquefois impliqués dans la contrefaçon ou le détournement des produits destinés aux organismes publics et aux grossistes privés homologués. Même si le réseau reste complexe, les efforts doivent se poursuivre dans la lutte contre la contrefaçon et le détournement des produits médicaux, puisqu'il est question de santé et de vies humaines. Sécurité routière à présent, déterminée à améliorer la sécurité routière et l'état de son parc automobile, le Togo a mis en œuvre des mesures incitatives pour encourager l'achat de nouvelles voitures. Il vise à rendre 3% de son parc automobile 100% électrique d'ici 2025. Cependant, une récente réduction des frais de dédouanement pour les voitures de plus de 5 ans soulève des questions. Les précisions avec Harold Médecin-Atto. Le parc automobile du Togo a connu une croissance significative. En effet, 1 demi-million de véhicules neufs et d'occasion ont été immatriculés dans le pays au cours des 7 dernières années. Cependant, la plupart de ces véhicules ont plus de 20 ans et sont considérés comme polluants et dangereux. Pour remédier à cette situation, le Togo a mis en place des mesures incitatives pour encourager l'achat de voitures neuves ou récentes. Par exemple, l'abattement sur la valeur en douane des véhicules neufs est passé à 90% et il existe des procédures d'exonération de taxes pour l'achat de véhicules hybrides ou électriques. Le pays a également pour ambition de rendre 3% de son parc automobile 100% électrique d'ici 2025. Cependant, une décision récente de réduire de 30% les frais de dédouanement pour les voitures de plus de 5 ans semble paradoxale dans ce contexte. Les autorités togolaises sont déterminées à réduire le nombre d'accidents de la route dans le pays. Le ministre des Transports, Atchadedi Afo, a récemment souligné l'importance du respect des règles de conduite, y compris la possession d'un permis de conduire valide, condition qui n'est pas toujours respectée. Place à l'actualité internationale. Pour cette année, il n'y a pas eu de célébration pour commémorer la souveraineté nationale au Mali. Une décision prise par les militaires, la junte militaire au pouvoir dans le pays qui pour l'occasion envisage plutôt renforcer le dispositif sécuritaire dans le pays à travers la mobilisation des réservistes. La junte au pouvoir au Mali a annulé les festivités prévues pour marquer l'anniversaire de l'indépendance et envisage de mobiliser des réservistes face à la montée des tensions au nord du Mali. Dans un discours à la nation jeudi, le chef de la junte, Assimi Goïta, a assuré que les forces de défense et de sécurité seront de nouveau déployées sur l'ensemble du territoire national. Après 10 ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité. Avec la nouvelle dynamique
Consécutive au retrait de la MINUSMA et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Au moins 2 personnes sont mortes ce jeudi après des tirs d'obus sur la ville de Tombouctou au nord du Mali. Depuis plusieurs semaines, la cité des 333 saints subit un blocus orchestré par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Les militaires maliens comptent sur l'aide de la Russie pour rétablir leur souveraineté, même si de vastes étendues continuent d'échapper à leur contrôle. Je voudrais, en cette circonstance, saluer les partenaires sincères du Mali, singulièrement la Fédération de Russie, dont les efforts et l'accompagnement nous ont été fort utiles pour la préservation de notre souveraineté dans un contexte national, régional et international, marqué par des tensions multiformes sur fond d'intérêts divergents. Les groupes à dominante Touareg ont repris leurs opérations contre l'armée malienne en septembre dans le nord. Après des mois de tensions avec le gouvernement, ils avaient signé avec l'État central en 2015 un accord de paix censé mettre fin aux hostilités déclenchées avec les insurrections indépendantistes et salafistes de 2012. Nous partons pour la Centrafrique. Hier jeudi, le verdict est tombé pour François Bozizé, l'ex-président en exil. Accusé de complot et de rébellion, le désormais rebelle a été condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité. François Bozizé, l'ancien président de la Centrafrique, et 22 autres personnes ont été condamnées aux travaux forcés à perpétuité par la cour d'appel de Bangui. Jugé par contumace le 21 septembre, François Bozizé et ses 2 fils ainsi que certains chefs des principaux groupes rebelles centrafricains écopent de la prison à perpétuité pour 7 chefs d'inculpation, dont atteinte à la sûreté intérieure de l'État, association de malfaiteurs et complot. Âgé de 76 ans, François Bozizé, qui s'était emparé du pouvoir en 2003 par un coup d'État, avant d'être lui-même renversé 10 ans plus tard par des rebelles, était au Tchad jusqu'en mars de cette année, avant de s'exiler en Guinée-Bissau. Il est aujourd'hui à la tête du CPC, la coalition des patriotes pour le changement, formée en décembre 2020, considérée comme la principale coalition rebelle de Centrafrique. Actualité au Madagascar, hier jeudi, une dizaine de candidats au prochain scrutin présidentiel se sont entretenus avec les membres de la haute cour constitutionnelle du pays à Amboïda. Une rencontre qui s'est tenue à huis clos et dont les contours n'ont pas encore été dévoilés. À Madagascar, 10 candidats à l'élection présidentielle ont rencontré jeudi les membres de la haute cour constitutionnelle à Amboïdaï. Le but de cette réunion est de trouver des solutions pour que l'élection présidentielle soit acceptée par tous. Précision de Jean-Jacques Rastietizon, l'un des candidats présents. Et ça, c'est une très bonne chose pour éviter une crise politique avant, pendant ou après les élections présidentielles. Les candidats de l'opposition avaient dénoncé ce qu'ils qualifiaient de coup d'État institutionnel orchestré par Andy Rajolina. Une série de décisions de justice favoriserait, selon eux, le président sortant à l'approche des élections présidentielles. Partons en Somalie, mais en off, suite aux revers importants subis par le pays, le gouvernement fait appel à l'Organisation des Nations Unies. Ce dernier plaide pour un report du retrait de la troupe de l'Union africaine initialement prévu pour fin septembre. Il demande à ce que cette date soit reportée de 3 mois. À titre d'information, cela fait plus de 15 ans que la Somalie fait face aux groupes islamistes radicaux Shebab, qui est un groupe affilié à l'Al-Qaïda. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, face à la situation, reste décidé à faire la guerre à ce groupe et à l'éliminer conformément à l'objectif du retrait complet de la troupe de l'Union africaine prévu pour fin 2024. Nous poursuivons toujours en off avec la participation des chefs d'États africains à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. La guerre au Soudan va déborder dans d'autres pays de la région. C'est le message sensible avec lequel le général Al-Bourhan Fatah y a marqué sa présence hier
Jeudi, en effet, ce dernier accuse les forces paramilitaires de collaborer avec des groupes terroristes de différents pays et du monde, mais aussi avec des soutiens hors la loi. Ceci alors que les experts, eux, ne parlent que du Caire et d'Ankara comme soutien à l'armée régulière et les mercenaires russes de Wagner, en plus des Émirats arabes unis pour les forces de soutien rapide au général Mohamed Daglo. Le général Al-Bourhan, lors de son passage, a également fait allusion à un processus électoral et a évoqué le départ définitif de l'armée de la politique soudanaise. On rappelle que la guerre au Soudan a déjà fait 7500 morts avec plus de 5 millions de déplacés et de réfugiés. Partons pour un autre message des chefs de l'État. Eh bien, ces derniers ont fait part de leurs préoccupations à cette 78e Assemblée générale des Nations unies qui se déroule à New York. Le chef de la junte guinéenne n'a pas manqué de faire sa part. La démocratie occidentale ne marche pas en Afrique, a déclaré ce dernier qui demande la libération des États africains. À New York, des manifestants guinéens sont venus soutenir le colonel Mamadi Doumbouya, invité à prendre la parole à l'ONU. Le chef de la junte guinéenne s'est livré à une défense ardente de l'intervention des militaires en politique après une succession de putschs en Afrique. Il a proclamé l'échec du modèle démocratique occidental sur le continent. De façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblants, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Pour Doumbouya, les États africains doivent être libres de conserver leur neutralité et rompre avec l'ancien ordre mondial en défendant le non-alignement. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. Des opposants au régime militaire de Doumbouya étaient également mobilisés devant le siège de l'ONU, le qualifiant d'assassin. Le coup d'État conduit par le colonel Doumbouya avait renversé le président civil Alpha Condé le 5 septembre 2021. La Guinée avait alors connu des mois de contestation contre la modification de la Constitution par le président Condé et sa réélection à un troisième mandat. Et sport pour clore en beauté cette édition, les éperviers du Togo ont progressé tant bien dans le classement FIFA du continent africain que celui mondial. C'est d'ailleurs ce que rapporte le reportage qui suit. De la 31e place dans le classement rendu officiel par la Fédération internationale de football le 20 juillet dernier, les éperviers du Togo ont monté d'un rang et occupent désormais la 30e place sur le continent africain. Une avancée positive que plusieurs attachent à la performance livrée par l'équipe face au Cap-Vert lors de la dernière journée des éliminatoires, comptant pour la CAN 2023. Battus en début de match 2-0, les éperviers du Togo avaient réussi à renverser la situation en s'imposant finalement par 3-2. Revenant au classement FIFA, le pays n'a pas que progressé sur le classement africain. Sur le plan mondial, l'équipe togolaise de football détient désormais la 119e place, alors qu'elle se retrouvait il y a environ 2 mois de cela à la 122e. De façon générale, le Maroc détient les rênes sur le continent africain, suivi du Sénégal, champion d'Afrique en titre, et de la Tunisie. Si les Lions de la Teranga ont régressé de 2 places pour se retrouver au 20e rang sur le plan mondial, les Lions de l'Atlas ont plutôt réussi à faire le contraire et à y occuper la 13e place. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.